Mes chers collègues, je vous propose de commencer la discussion générale. Le premier orateur inscrit est Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg pour le groupe de RDP pour 10 minutes. Madame la ministre, Madame la présidente, mes chers collègues, que je remercie d'être là un jeudi matin, notre groupe a déposé cette proposition de loi visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire pour mettre fin à une injustice d'autant plus préoccupante qu'elle concerne des enfants, c'est-à-dire des êtres vulnérables, qu'il faut au contraire protéger contre les difficultés de la vie. Périodiquement, comme l'a rappelé la ministre, plusieurs communes n'admettent pas tous les élèves à la cantine scolaire en se fondant sur des critères irréguliers, âge, lieu de résidence, activité professionnelle des parents, etc. Souvent, cette non-admission concerne les élèves dont au moins l'un des parents n'exerce pas d'activité professionnelle, en estimant que celui-ci peut gérer lui-même le déjeuner de ses enfants. Dès lors, ce refus d'accès concerne des élèves dont l'un des parents au moins est au chômage, ce qui revient à discriminer, voire à stigmatiser, des familles déjà en difficulté. Ce problème revêt une importance accrue avec le niveau très élevé du chômage, qui concernait en janvier dernier en métropole près de 3 500 000 demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire se trouvant sans aucune activité. Souvent, les municipalités qui n'accueillent pas les enfants de chômeurs invoquent une prétendue liberté d'action des personnes au chômage. Pourtant, la recherche d'un emploi nécessite un investissement de temps. Pourtant, les chômeurs ont une obligation de disponibilité dans la recherche d'un travail, obligation qui conditionne leur inscription ou leur maintien sur les fichiers de Pôle emploi. Ce problème de l'accès sélectif aux cantines pratiqué par certaines communes avait déjà retenu l'attention du groupe socialiste et radical qui rassemblait nos deux formations si proches. Celui-ci avait déposé le 7 février 2012, à l'initiative de Michel Delaunay, que je veux saluer tout particulièrement, une proposition de loi instaurant le droit à la restauration scolaire. Ce texte avait été signé notamment par plusieurs ministres de l'actuel gouvernement, dont vous, Madame la ministre, dont la position continue à être la même, et je vous en remercie très vivement. Certes, la restauration scolaire n'est pas une compétence obligatoire des communes. Elle a pour celle-ci un caractère facultatif. Notre proposition de loi maintient cette règle et ne la modifie pas. Elle n'impose aucunement la création de cantines là où elle n'existe pas, connaissant les difficultés de certaines petites communes, souvent rurales, et par ailleurs les possibilités de mutualisation. En revanche, quand les municipalités ont décidé la création de cantines, il s'agit alors d'un service public, annexe au service public d'enseignement. Dès lors, la restauration scolaire est soumise au principe d'égalité auquel le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle et qui implique notamment l'égalité des usagers devant le service public. De même, la jurisprudence administrative, comme le rappelait Gilles Daubert et vous, Madame la Ministre, à l'instant, la jurisprudence administrative est constante à cet égard. Ainsi, le 16 novembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a jugé que l'accès des élèves à la cantine scolaire ne peut être subordonné à la production par les parents d'attestations de travail. L'exigence de tels documents instaure une discrimination entre les élèves suivant que leurs parents ont un emploi salarié ou non. Elle porte ainsi atteinte au principe d'égalité entre les usagers du service public. Le 23 octobre 2009, le Conseil d'État, saisi par la FCPE du Rhône, a censuré la délibération du conseil municipal d'Oulins qui avait modifié le règlement de la restauration scolaire. Désormais, selon cette modification, seuls auraient pu déjeuner à la cantine tous les jours les enfants dont les deux parents travaillaient, les autres n'étant accueillis qu'une fois par semaine. Pour le Conseil d'État, dont je cite l'arrêt, cette délibération interdit illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause. Face à cette jurisprudence constante, certaines municipalités
évoque le problème de la capacité d'accueil, ce qui peut se comprendre. Cet argument est à examiner, mais il serait concevable que l'État majore dans ce but précis la dotation des communes qui se trouvent dans cette situation. Et surtout, l'on peut accueillir un certain nombre d'élèves en plus sans que cela entraîne nécessairement des dépenses significatives. Selon la FCPE et plusieurs cabinets de conseil en restauration scolaire, en pratique, il n'y aurait guère de problème d'accueil qui n'est une solution, souvent par des aménagements et non par des équipements nouveaux. Diverses solutions pratiques existent en effet, comme l'organisation de 2 services, comme le rappelait le rapporteur, au lieu d'un seul service, la mise en place d'un self qui permettrait une meilleure rotation des tables ou l'adaptation du mobilier pour gagner de l'espace, sans oublier bien sûr les possibilités de mutualisation que rappelait Madame Lebranchu, mutualisation avec d'autres structures ou d'autres communes. Toutefois, malgré cela et malgré cette jurisprudence constante du juge administratif, les atteintes au principe d'égalité des usagers de la restauration scolaire se manifestent périodiquement dans certaines communes. Il importe donc que le législateur intervienne et inscrive dans la loi les principes posés clairement par le juge pour assurer leur caractère obligatoire. De la sorte, les familles souvent démunies n'auront plus à former de recours pour faire reconnaître leurs droits. Dans le rapport de 2013 du Défenseur des droits, on trouve d'ailleurs cette déclaration de Dominique Baudis. Le Défenseur des droits partage l'intention des propositions de loi déposées au Parlement en 2012 sur l'accès des enfants à la cantine. Il s'agissait de la proposition de loi de Michel Delaunay. Il recommande que le service public de la restauration scolaire, dès lors qu'il a été mis en place, soit ouvert à tous les enfants dont les familles le souhaitent. Le texte qui vous est proposé aujourd'hui vise à compléter le Code de l'éducation par un article établissant le principe d'un droit d'accès à la restauration scolaire afin que les élèves sans distinction arbitraire puissent bénéficier de ce service lorsqu'il existe. Cet accès ne peut être conditionné par la situation de leur famille, notion générique recouvrant divers éléments dont l'âge de l'enfant, l'exercice d'une activité professionnelle par ses parents, leur disponibilité ou leur lieu de résidence. En particulier, on ne peut admettre une distinction fondée sur la situation de demandeur d'emploi des parents qui séparerait les élèves les uns des autres au moment du déjeuner, qui mettrait à l'écart les plus défavorisés. On ne peut laisser les enfants de chômeurs à la porte des cantines scolaires et à l'écart de leurs camarades de classe. Le rôle de l'école n'est évidemment pas d'ajouter la difficulté à la difficulté, il est d'accueillir chacun et de renforcer le lien social. Par ailleurs, aux règles rappelées par le juge administratif s'ajoute naturellement l'article 225.1 du Code pénal relatif au délit de discrimination. Il sanctionne toute distinction opérée entre les personnes à raison de divers facteurs, origine, sexe, âge, état de santé, handicap, apparence physique, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée. Cette proposition de loi n'aborde pas la question de la tarification des cantines scolaires et n'établit donc pas de règles nouvelles à cet égard. Un grand nombre de communes appliquent déjà des tarifs dégressifs fondés sur le quotient familial. Il serait souhaitable, bien sûr, que davantage de municipalités encore décident d'appliquer ce système. Cette mesure de justice irait dans le même sens que la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Celle-ci dispose à son article 147 les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers. Par ailleurs, il conviendrait d'envisager la gratuité de la cantine scolaire pour les enfants des familles très défavorisées vivant sous le seuil de pauvreté. Cela correspondait à notre histoire. En 1871, la Commune de Paris propose parmi ses réformes la gratuité de la cantine scolaire. En 1880, le Conseil municipal de Paris vote la création de cantines dans chaque arrondissement pour nourrir aux frais de la ville les élèves des familles pauvres. Et en 1936, Cécile Brunschvicg s'attache à multiplier les cantines. Aujourd'hui, notre pays compte 8 600 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté, dont 2 700 000 enfants, c'est-à-dire un enfant sur 5. L'UNICEF constate qu'en 4 ans, la France, comme d'autres pays, d'ailleurs du fait de la crise, compte 440 000 enfants pauvres de plus qu'en 2012, en 4 ans. Pour ces enfants très démunis, le seul vrai repas de la journée est souvent le repas à la cantine scolaire. Personne ne peut rester indifférent devant une telle situation.
devant une telle injustice qui atteint les plus fragiles et les plus faibles. Agir pour l'enfance pauvre, venir en aide aux plus vulnérables est un impératif éthique pour notre société, car la République, c'est d'abord la solidarité, c'est d'abord la fraternité. Merci, Monsieur Schwarzenberg.